Ça fait un petit moment qu'on me parle des EMOM. Les EMOM, c'est quoi? Ça veut dire Every Minute on the Minute. Donc, ça veut dire simplement faire en sorte, à chaque fois qu'une nouvelle minute démarre, donc tu te mets un timer, tu te mets un temps donné. Par exemple, ça peut être 10 minutes, j'en sais rien, ou ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes. Généralement, c'est plutôt 10 à 20 minutes, de ce que je m'en souviens. Mais ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Enfin, vraiment, ça peut être très très versatile comme technique. Et en gros, eh bien, à chaque fois que la minute démarre, on fait un cycle d'exercice. Or, ça peut être un exercice d'ailleurs, ça peut être deux, trois exercices, ça peut être plusieurs répétitions d'un exercice, ça peut être qu'un seul exercice et qu'une seule répétition. Je suis désolé, je me répète un petit peu, mais en tout cas, le but d'un EMOM, c'est de refaire la même chose à chaque minute qui démarre. Alors j'ai vu d'autres personnes qui l'utilisaient aussi, pas en vrai EMOM. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que ils vont mettre un timer, par exemple, une fois toutes les minutes 45, une fois toutes les minutes 30 aussi. C'est tout à fait possible ou faisable. J'ai un mix entre les deux. En tout cas, un EMOM, c'est ça. Donc, surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'il y a une étude scientifique qui est sortie récemment sur le sujet, qui ne parle pas que du EMOM, elle parle aussi des AMRAP, elle parle aussi des RFT. Les RFT, je ne sais pas trop ce que c'est, mais de toute façon, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a dans Mass un scientifique qui s'appelle Michael Zourdos qui a fait une analyse de cette étude-là. Donc je ne vais pas faire moi l'analyse de ça, mais Mass, c'est un journal payant. D'accord? Et je ne vais pas non plus diffuser l'analyse de ce journal payant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer cette étude-là et puis je vais vous expliquer sans aller dans les détails parce que je trouve que son analyse est très pertinente, je trouve que c'est très intéressant, en quoi est-ce qu'un EMOM ça peut être intéressant, puisqu'il y a des personnes qui vont dire de façon assez régulière que l'EMOM c'est la vie, c'est la meilleure manière de s'entraîner, etc. Je pense qu'il faut faire certaines nuances. Je vais expliquer un petit peu les détails de l'étude et pourquoi c'est assez intéressant de ce que j'en ai compris. Et puis voilà quoi, on va y aller. Alors déjà, l'étude s'appelle Muscular Performance Analysis in Cross Modalities Comparison between AMRAP, EMOM and RFT Configurations. Donc on va un petit peu détailler ça. Alors comme je dis, on ne va pas aller plus loin que l'abstract, même si le texte au complet est disponible, puisque ce qui nous intéresse, c'est véritablement, je suppose que l'analyse a été faite correctement par Zourdos, donc on va s'intéresser aux résultats. Et puis, les résultats me semblent cohérents avec le reste de la littérature scientifique. Je présenterai un autre article, donc j'ai pas besoin de m'y attarder outre mesure. Je pourrais faire les études de validité, l'étude plutôt de la validité de cette étude-là en question, de regarder est-ce que on peut se reposer ou pas là-dessus, mais ça m'intéresse relativement peu pour la simple et bonne raison que je pense que c'est encore une fois assez cohérent avec le reste de la littérature. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris 12 athlètes. Alors, vous allez dire que c'est pas beaucoup, 10 hommes, 2 femmes. Certes, c'est vrai, mais ce qu'on a mesuré, finalement, pour ce qu'on a mesuré, en tout cas, ça me semble suffisant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé 3 modalités. Donc, RFT, le RFT, je savais pas ce que c'était. En fait, c'est Round for Time. Donc, je savais ce que c'était, mais je ne savais pas le nom. Donc, maintenant, j'ai appris un nouveau terme. En fait, Round for Time, ça veut dire on fait on fait les rounds, d'accord, et on essaye d'aller le plus vite possible. Donc en gros, c'est d'essayer de faire en sorte de condenser son workout en le moins de temps possible en faisant toutes les répétitions, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, et par exemple ça va être faire 5 pompes, 10 squats, je sais pas moi, 15 tractions ou 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, c'est plus souvent comme ça qu'on le fait, et on va le faire, on va dire qu'on doit faire 15 rounds pour que l'entraînement soit terminé, et on doit faire les 15 rounds le plus vite possible, d'accord? À l'inverse, pas à l'inverse, mais d'une autre manière, on va avoir les AMRAP. Les AMRAP, ça va être prendre un temps donné, donc par exemple 30 minutes, et faire le plus de rounds possible, d'accord? Donc on va peut-être faire plus de rounds sur 30 minutes que les 15, etc. Bref, voilà. Et les EMOM, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Pourquoi je l'explique? Tout simplement pour que vous puissiez comprendre, même si on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que ils ont mesuré sur ces 3 modalités-là plutôt la vitesse moyenne, d'accord, comment est-ce que ça se passait? Alors, qu'est-ce que c'est la vitesse moyenne? C'est la vitesse moyenne, de ce que j'en ai compris, d'une répétition, d'accord? Enfin, de répétition au fur et à mesure. Ce n'est pas la vitesse pic d'une répétition. Ce qui est assez important. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la vitesse maximale qu'on va pouvoir avoir pendant une répétition, mais plutôt sur la vitesse moyenne qu'on va avoir au long de la répétition.
Voilà, faut l'avoir en tête. Donc ils ont mesuré la perte de vitesse au fur et à mesure aussi de ce qui se passait dans la série, d'accord? Enfin dans la série ou dans le truc, etc. Ils ont regardé en gros la perte de vitesse au fur et à mesure du temps et ils ont regardé le rythme cardiaque. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les mômes, eh bien, on a eu le moins de perte de vitesse et ça, ça semble tout à fait logique en fait. Pourquoi c'est logique? Tout simplement parce que tu as un temps de repos. En fait, tu as un temps de repos entre chaque répétition, d'accord? Alors qu'il n'y en a pas dans les RFT et dans les AMRAP. Donc maintenant qu'on a remarqué ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut en dire que du coup, dans la littérature scientifique, ce qu'on retrouve généralement, c'est que moins on a de pertes de vitesse, quand on essaye d'avoir moins de pertes de vitesse, plus on va bosser à la fois notre explosivité et notre force. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller à une perte de vitesse importante qui va se rapprocher de l'échec musculaire parce que plus tu vas perdre en vitesse au fur et à mesure d'une série, plus ça veut dire que tu vas être... en fait, c'est plutôt la conséquence du fait que tu vas être obligé de forcer de plus en plus dur. Pourquoi ça? Simplement, prends une charge, d'accord, une charge suffisamment lourde pour pas que tu puisses en faire des dizaines et des dizaines de répétitions. Par exemple, une charge à 10 RM, donc tu peux faire que 10 fois, d'accord, le mouvement que 10 fois. Et regarde si au début et à la fin de ta série, tu peux faire le même nombre de répétitions. Enfin, pas le même nombre de répétitions, ça n'a aucun sens. Mais si au début et à la fin de ta série, tu vas avoir la même vitesse. Et tu vas te rendre compte que pas du tout. En fait, ta vitesse, elle va baisser au fur et à mesure de ta série. Ce qui est plutôt normal, en fait, quand on prend en compte les choses. Oui, plus tu vas fatiguer, plus tu vas être proche de l'échec musculaire, plus ta série, tu vas devoir faire un grind dessus. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qu'on remarque en fait dans la force de façon générale, quand on veut gagner en force sur un mouvement, etc., il n'y a pas besoin d'aller à l'échec musculaire. Il n'y a pas besoin de se rapprocher beaucoup de l'échec musculaire, mais il y a quand même besoin de faire un certain nombre de répétitions pour justement travailler cette technique. Ce que font les athlètes à l'heure actuelle, ceux qui utilisent le feedback, etc., au niveau de la vélocité, c'est que généralement, ils s'arrêtent à une perte de vélocité d'environ 20%. D'accord, ils se disent, si j'ai 20% de vitesse en moins par rapport à ma première répétition dans la série, alors je m'arrête. Et l'échec musculaire se trouve plutôt aux alentours de 40, 50, 60%. Ça dépend des gens, c'est hautement individualisé. Mais dans l'idée, de fait, on va se retrouver avec des seuils qui vont être plus hauts que les 20% en question. Donc si on veut bosser en tant qu'athlète, si on veut bosser son explosivité, sa force, son athléticité dans généralement tous les sports, on va plutôt se diriger vers des pertes de vitesse qui seront moins importantes. Donc on retourne à notre EMOM là et on se rend compte que les pertes de vitesse sont moins importantes. Et ça, c'est totalement en accord aussi avec le reste de la recherche qui parle notamment des cluster sets. Donc les cluster sets, c'est quoi? C'est plutôt que de faire une seule série, on va dire de 10 répétitions à 80% de la charge maximale que tu peux soulever, ou 85%, bref, en tout cas quelque chose d'assez lourd, et donc de te retrouver proche de l'échec musculaire, on se dit que tu vas faire des mini-séries, d'accord? Tu vas peut-être faire, au lieu de faire, 9 répétitions, parce que ça tombe plus juste, tu vas voir, tu vas diviser en 3 mini-séries de 3 répétitions, en te laissant du temps de repos entre ces mini-séries-là. Et en fait, faire des cluster sets, du coup, ça te permet de moins faire baisser ta vitesse, ce qui est normal, tu fatigues moins d'affilée, tu prends un temps de repos, et sans jamais atteindre l'échec musculaire. Donc c'est pas exactement la même chose par exemple qu'un rest pause, ou un rest pause tu vas aller à l'échec musculaire, puis ensuite tu vas attendre un petit peu, puis tu vas réessayer d'aller à l'échec musculaire, etc. Donc en fait ça se fonde sur l'échec musculaire. Un cluster set lui fait tout pour entre guillemets éviter l'échec musculaire. Tu vas te retrouver avec des adaptations en force au moins similaires. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que ça, c'est une systematic review et une méta-analyse sur toutes les études sorties depuis 2021, pas depuis 2021, pardon, de l'an 0 à 2021, donc elle date d'il y a à peu près 3 ans, on retrouve en fait non seulement des adaptations en force, mais aussi des adaptations en masse musculaire. Donc il semblerait que non seulement on n'ait pas de grande perte de vélocité, d'accord, en utilisant un cluster set, mais qu'on gagne aussi substantiellement en muscle. Ça va encore une fois avec le reste de la littérature scientifique qui a tendance à montrer qu'en fait, si on soulève suffisamment lourd, il n'y a pas besoin d'avoir une certaine proximité à l'échec musculaire. En fait, c'est seulement si on soulève léger, je ne sais pas, il me semble que c'est
en dessous de 80% de l'ARM. Certains disent que même là, on peut avoir des adaptations. Il y en a qui disent que c'est en dessous de 60% de la répétition maximale. Donc, d'une répétition maximale, 60% de la répétition maximale, ça veut dire, par exemple, la charge que tu peux soulever pour une répétition maximale d'un mouvement, ça va être 100 kg. Donc, tu peux faire qu'une seule répétition et tu es déjà à l'échec musculaire. 60% de l'ARM pour ce mouvement donné-là, ce serait 60 kg, 60% de 100 kg. Évidemment, si tu es à, 150 kg, ce sera 90 kg, d'accord, puisque c'est un pourcentage. Donc de fait, il semblerait que quand tu es suffisamment lourd, d'accord, donc quand tu es soit au-dessus de tes 60%, soit au-dessus de tes 85%, ça dépend un peu comment est-ce qu'on voit les choses, tu vas quand même avoir des adaptations neuromusculaires, donc des adaptations au niveau aussi de l'hypertrophie qui vont être similaires à si tu allais proche de l'échec musculaire. Mais il faut le faire avec un certain volume, et donc c'est pour ça que ça a un intérêt de garder le même nombre de répétitions dans tes cluster sets. Voilà, je te balance beaucoup d'infos là d'un seul coup. La chose qu'il faut garder à l'esprit, du coup, si on revient à nos EMOM, d'accord, donc ce qu'on avait fait en revenant à nos EMOM, c'est que, donc je vais revenir sur la page des EMOM, ça fait que, c'est une façon de faire tes cluster sets, un EMOM, puisque tu reviens, en fait, tu refais une répétition ou deux ou trois, et puis après, tu te laisses tout le reste, tu te laisses tout le reste de la série, enfin du temps donné, pour récupérer. Donc ça peut être une façon de condenser tes workouts, d'avoir quand même une petite façon de rester dans les clous, et en même temps de tout simplement bosser avec une perte de la vélocité moins importante. Et ça, moi je vois une application, comme le dit d'ailleurs Zourdos dans son article, qui est vraiment toute donnée, c'est admettons que tu veuilles travailler ta force ou tes mouvements techniques. Si tu veux te mettre par exemple à faire du calisthenics, ça peut être un bon moyen de faire de l'EMOM, parce que du coup tu vas te retrouver à travailler chaque minute, par exemple une répétition de ton mouvement donné ou un essai de répétition de ton mouvement donné. Tu vas te laisser le temps de repos nécessaire et quand même qui ne sera pas trop important pour pas te niquer toute ta séance derrière. Et ça, tu peux l'intégrer 2, 3, 4 fois par semaine avant chaque entraînement, etc. Donc, bosser en technique un mouvement de calisthenics, mais comme je l'ai dit aussi, un mouvement de force. Si tu veux accumuler le volume de force, par exemple au-dessus de 85% de ta RM, pour gagner en force, d'accord, au fur et à mesure des semaines, sans pour autant te crever à chaque série ou quoi que ce soit, et pouvoir en fait accumuler du volume, tu peux le faire aussi avec un format EMOM. Donc le format EMOM est assez intéressant. Je voulais te le présenter là. J'espère que je te l'ai fait de façon claire et concise. J'ai essayé aussi de régler les problèmes de micro. Là maintenant, vous ne devriez plus avoir de sifflement. Parce que moi, je n'entendais pas le sifflement. Je le corrigeais sur un truc en post-prod. Mais en fait, je n'ai plus l'ouïe nécessaire. Enfin, j'ai perdu les cils sensibles nécessaires à détecter le sifflement qu'il y avait. Donc si vous avez entendu un sifflement, c'est que vous êtes beaucoup plus jeune que moi ou que votre audition est suffisamment bonne. Et de fait, le sifflement, vous l'entendez. Moi, je ne l'entends pas. Voilà, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le corriger, mais là j'ai changé de configuration. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plaît ces petits points techniques où je vous explique des méthodes d'entraînement. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous, faites vivre la chaîne, partagez à vos potes. Prenez soin de vous et à la prochaine.